Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le monde assez fascinant des réactions de précipitation entre antigènes et anticorps. C'est un mécanisme vraiment clé en immunologie et pour de nombreux diagnostics. C'est un peu ça la question de fond, non? Comment faire pour détecter des substances bien spécifiques, souvent invisibles à l'œil nu, dans des fluides comme le sang? Eh bien, c'est exactement à ça que servent les techniques de précipitation. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, les acteurs principaux. Ensuite, on verra le secret qui permet d'obtenir un résultat visible. Puis, on plongera dans les différentes techniques, d'abord en milieu liquide, puis sur gel. Et enfin, on fera un petit résumé pour savoir comment choisir la bonne méthode. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part d'une rencontre. Une rencontre entre deux protagonistes. D'un côté, des antigènes qui sont solubles, et de l'autre, des anticorps qu'on appelle polyclonaux. Et c'est là que la magie opère. Quand ces antigènes solubles croisent les bons anticorps, ils commencent à s'assembler, à former un immense réseau. Ce réseau devient tellement grand, tellement complexe, qu'il ne peut plus rester dissous dans le liquide. Il précipite. En gros, il devient visible. Et voilà comment on transforme une interaction à l'échelle moléculaire en un résultat qu'on peut observer. Mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Le point crucial, vraiment essentiel, c'est d'utiliser des anticorps polyclonaux. Pourquoi? Parce que contrairement aux anticorps monoclonaux, qui ne reconnaissent qu'un seul petit bout de l'antigène, les polyclonaux, eux, peuvent s'accrocher à plusieurs endroits différents. Ce sont ces points d'ancrage multiples qui permettent de construire le fameux réseau en 3D nécessaire. Et bien sûr, tout l'environnement doit être parfaitement contrôlé. Le pH, le sel, la température, tout compte. On en arrive maintenant au concept le plus important de tous, celui qui fait que ça marche ou que ça rate, la zone d'équivalence. En fait, tout est une question de proportion. C'est un peu comme si on construisait un pont. Il faut le bon nombre de poutres et le bon nombre de connecteurs pour que la structure tienne. Trop de l'un ou pas assez de l'autre, et tout s'écroule. Eh bien ici, c'est exactement le même principe. Ce schéma illustre ça à la perfection. S'il y a beaucoup trop d'antigènes ou à l'inverse, beaucoup trop d'anticorps, les petits réseaux qui se forment sont trop petits. Ils restent en solution, on voit rien. Mais quand les concentrations sont juste parfaites, c'est ça la fameuse zone d'équivalence, alors là, un immense réseau bien stable se forme et il précipite. C'est uniquement à ce moment-là que la réaction est maximale et bien visible. Ok, maintenant qu'on a la théorie, comment ça se traduit en pratique? On va commencer par les techniques qui se passent entièrement dans un liquide. En gros, il y a 3 grandes approches. Le ring test, qui est une méthode très simple, juste pour voir si ça réagit, et puis 2 méthodes automatisées bien plus précises pour mesurer une quantité, la turbidimétrie et la néphélémétrie. Alors, comment fonctionnent ces deux techniques pour mesurer? Elles utilisent toutes les deux un faisceau lumineux. La turbidimétrie, c'est simple. On mesure la lumière qui arrive à traverser l'échantillon. Logiquement, plus il y a de précipité, moins la lumière passe. La néphélémétrie, elle, fait le contraire. Elle ne mesure pas la lumière qui passe tout droit, mais celle qui est déviée sur les côtés par les complexes qui se sont formés. Donc, pour faire simple, avec la turbidimétrie, plus il y a de réactions, plus le signal mesuré baisse. Avec la néphélémétrie, qui est d'ailleurs souvent plus sensible, c'est l'inverse, le signal augmente. Et c'est cette mesure précise qui permet de doser la quantité de certaines protéines, par exemple. Allez, on change de milieu. On quitte le liquide pour passer sur un support semi-solide, un gel, pour voir ce qui se passe. L'intérêt du gel. Il faut l'imaginer comme un terrain de jeu contrôlé. C'est une sorte de matrice, comme une éponge très fine, qui va laisser les antigènes et les anticorps se déplacer, diffuser les uns vers les autres, mais de façon lente et maîtrisée. Ça permet de voir non seulement s'il y a une réaction, mais aussi où elle a lieu. Un super exemple, c'est la technique d'Ouchterlony. On fait des petits trous dans le gel, un au centre pour les anticorps et d'autres autour pour différents antigènes. On laisse le temps faire son œuvre, tout ce petit monde diffuse lentement dans le gel, et là où un antigène et son anticorps se rencontrent dans les bonnes proportions, hop, une fine ligne blanche de précipitation apparaît. La forme de ces lignes peut même nous dire si des antigènes se ressemblent. Et pour mesurer des quantités sur gel, on a 2 grandes méthodes. D'abord, Mancini. Ici, les anticorps sont déjà mélangés partout dans le gel. On dépose l'antigène dans un puits, il diffuse en cercle et forme un anneau. La règle est simple, plus l'anneau est large, plus la concentration d'antigène était élevée. C'est précis, mais c'est lent. Pour aller plus vite, il y a la technique de l'Eurel. Là, on applique un champ électrique pour accélérer la migration d'antigènes. On obtient des précipités qui ressemblent à des fusées, et leur hauteur est directement proportionnelle à la concentration. Et on peut être encore plus fin. L'immunoélectrophorèse, c'est une technique puissante en 2 temps. D'abord, on sépare un mélange complexe de protéines par électrophorèse. Ensuite, on creuse une petite rigole à côté, on y met les anticorps et on les laisse diffuser. Et là, c'est assez joli. On voit apparaître des arcs de précipitation uniquement en face des protéines reconnues.
C'est un outil génial pour identifier des protéines bien précises dans un sérum, par exemple. Bon, après avoir vu tout ça, comment on s'y retrouve? Faisons une petite synthèse pour y voir plus clair. Ce tableau résume assez bien la situation. Le choix de la technique dépend de la question qu'on se pose. On veut une simple réponse oui-non, un ring test ou un Nuchter-Loni peuvent suffire. On a besoin de chiffres précis, d'une quantité, on va plutôt s'orienter vers la néphélométrie, Mancini ou Laurel. Et puis, il y a la question du temps. Si on est pressé, les techniques actives, celles avec un champ électrique, sont évidemment bien plus rapides. Mais quelle que soit la méthode choisie, il y a une règle d'or qu'il ne faut jamais oublier. C'est le point fondamental. Toutes ces techniques, sans exception, ne fonctionnent bien que si on est dans la zone d'équivalence. Sans cet équilibre parfait, les résultats ne sont tout simplement pas fiables. C'est quand même incroyable de penser que ces principes, qui datent un peu, sont toujours au cœur de tant de diagnostics aujourd'hui. Et ça amène forcément à se poser la question, en partant de ces bases si solides, quelles seront les prochaines innovations? Qu'est-ce qu'on arrivera à rendre visible demain qui nous échappe encore aujourd'hui?